Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette review numéro 52 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Iki du Phoenix version 4 que l'on appelle également God Cloth en version EX de la marque Great Toys face à la version classique ici à droite, donc classique sortie par la marque officielle Bandai. Alors j'aborde cette review de cette figurine version Great Toys avec pas mal d'intérêt, puisque personnellement, eh bien, c'est une figurine que je n'attendais plus. J'avais fait une croix complètement dessus parce que elle avait été annoncée il y a 2 ans à la suite de la sortie du Pégase V4 EX, donc de la même marque. Il y avait même eu un tease à partir d'une modélisation 3D, mais depuis, eh bien, plus rien, plus aucune news, zéro visuel d'un quelconque proto de chez Great Toys, si bien que personnellement, et je pense que c'était un avis qui était partagé par bon nombre de collectionneurs, je pensais que Great Toys avait totalement enterré cette gamme, et au final, eh bien, arrive cette figurine qui vient de sortir. Alors pourquoi cette sortie maintenant? Pourquoi 2 ans après? Eh bien, je pense que Great Toys a décidé de faire preuve d'un peu d'opportunisme, à double titre. Un premier titre, eh bien, c'est que il profite, je pense, d'un regain d'intérêt autour de l'arc Hades, hein, avec la sortie dernièrement du Seiya V3 EX par Bandai. Et double opportunisme avec notamment l'annonce lors du dernier salon Tamashination d'un Seiya V4 EX donc sorti par Bandai, ce qui donc là aussi crée un peu d'émulation autour de l'arc Elysion. Donc on peut pas trop blâmer Great Toys de vouloir tirer un peu de profit de toute cette publicité autour de ce chapitre. Donc comme d'habitude, on va regarder les packaging avec d'abord eh bien, la version UX qui est en 2 boîtes, donc celle-ci qui contient le personnage. Alors au niveau des coloris, eh bien, vous remarquerez donc les jaunes et les oranges qui font bien sûr référence aux flammes, donc les attributs du phénix, hein, puisque c'est l'oiseau de feu. Ensuite, eh bien, vous avez une deuxième boîte qui est celle-ci, donc bon, elle représente, alors d'abord elle est intitulée Kingbird, donc c'est-à-dire l'oiseau roi. Je pense qu'elle représente une sorte de version un peu revisitée du phénix, sur un coloris rose un peu saumon, bon, qui est pas vilain. Bon, c'est une boîte sur laquelle Great Toys a fait au moins l'effort de faire quelque chose, ce qui se démarque un peu d'autres marques alternatives qui, elles, simplement se contentent de faire un carton brut. Donc bon, c'est quand même assez louable. Donc ça, c'est pour le packaging Great Toys, bon, qui ne présente pas un énorme intérêt. Le packaging de la version classique, en revanche, lui, eh bien, est un peu plus recherché, puisque vous avez, comme d'habitude, en face avant, eh bien, le personnage en position neutre. Vous remarquez que là, il y a encore l'illustration de l'animé, puisqu'on était donc en 2010, cette version est sortie en 2010, donc Bandai avait encore les droits d'exploitation des images de l'animé. Vous avez ici au milieu, eh bien, une fois n'est pas coutume, la forme objet hein, qui est représentée. Une fois n'est pas coutume parce qu'en fait, vous voyez que ces boîtes-là eh bien, sont beaucoup plus larges que les boîtes de Micros classiques qui font à peu près, on va dire, un tiers de moins. Donc ce qui donne l'occasion à Bandai de mettre plus de choses sur le visuel avant. Donc vous avez les traditionnels logos, le logo Bandai qui était encore en rouge, le sticker Toei, donc ici en version japonaise. Vous voyez donc la petite inscription ici en kanji. Vous avez donc les différentes écritures concernant le personnage, donc bien sûr le fait que c'est dans l'univers Saint Seiya, le fait que ça appartient au chapitre Elysion. Ici, donc l'espèce de devise qui est propre au personnage. Donc ici, alors le traducteur me dit qu'il faut brûler son Cosmo pour faire revivre la déesse. C'est à peu près ça, je pense. Ensuite, au niveau de l'aspect et des couleurs utilisées, eh bien, sur cette boîte, donc ça va être l'occasion aussi pour moi de vous montrer par exemple le dessus, on a un aspect un peu marbré qui donne beaucoup de cachet à cette boîte. Elle est blanche, donc ce qui marque aussi un côté un peu divin, un peu pur, puisque bon, vous savez très bien que ces armures sont des God Cloth, c'est-à-dire donc des armures divines. Donc je pense qu'il y avait vraiment une volonté de faire ressortir de cette boîte beaucoup de grandeur. Donc ça, c'est pour ce qui est des coloris utilisés. Donc sur le côté, donc vous avez la représentation du Phénix version Pandora Box.
L'autre côté, eh bien, vous avez exactement la même chose. À l'arrière, vous avez donc différents visuels, donc des différentes configurations possibles avec le personnage. Ce que je vous disais lors de la dernière review, à savoir le fait que, eh bien, il y a quelques petits duos qui sont utilisés pour faire des mises en scène. Donc, vous voyez donc ici une colonne. Le jardin de fleurs qui fait bien sûr référence au moment où les chevaliers de bronze arrivent à Elysion, où c'est vraiment très très fleuri. Ensuite, eh bien, les différentes configurations possibles, la forme objet qui apparaît encore ici et le nom du personnage, donc Phoenix Iki. Vous avez donc le visuel sur le dessus, encore une fois avec l'effet marbré, et puis en dessous, eh bien, comme d'habitude, les mentions légales. On n'oublie pas que cette version classique eh bien, s'ouvre en papillon pour laisser apparaître le personnage. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place, et donc ça permet vraiment d'étaler toutes les pièces. Il y a beaucoup de pièces aussi dans ces versions God Plus, hein, donc forcément il y avait besoin de place. Alors besoin de place, pas tant pour les pièces d'armure, mais surtout pour ces imposantes ailes qui sont donc du côté gauche, avec bien sûr les pièces de la forme objet. Donc là vous avez également un visuel des plumes du phénix. Donc voilà pour ce qui est des boîtes. Maintenant, niveau tarif, eh bien, cette version Great Toys, vous pouvez la trouver sur les boutiques chinoises aux alentours de 50 €, livraison incluse. Cette version Bandai classique, eh bien, ça sera compliqué de la trouver neuve maintenant, hein, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est sortie en 2010, donc vraisemblablement, vous la trouverez plutôt d'occasion, et je pense qu'elle doit tourner aux alentours de 80-90 € d'occasion. Donc voilà pour ce qui est de la partie introductive. Je vais déballer comme d'habitude les blisters, et on se retrouve dans un instant. Pour ce qui est des contenus, du côté de Bandai, on a donc une notice qui reprend bien sûr les codes de couleurs que l'on a vu tout à l'heure sur la boîte. Vous remarquez que à l'époque, eh bien, Bandai nous fournissait un sticker que l'on pouvait coller sur des socles prévus à cet effet. Remarquez que ce genre de choses n'est plus maintenant livré ni dans les versions UX ni dans les nouvelles versions classiques. Donc ça, c'est pour ce qui est de la notice. Ensuite, deux blisters. Donc un blister principal qui est celui contenant le personnage. Et déjà, on peut s'apercevoir que son visage est plutôt sympa. Le personnage a des mains civiles qui font apparaître, vous voyez, des bandages. C'est le blister qui contient également donc, la majeure partie des pièces d'armure. Et là, on peut déjà discerner qu'il y a deux coloris, hein, deux nuances de orange qui sont présentes. Et ce qui est assez notable, c'est que ces nuances de orange eh bien, correspondent également au matériau qui est utilisé pour la pièce d'armure. Vous voyez notamment que les pièces plastiques, c'est-à-dire le corset, le plastron, les protège-mains, le casque, font apparaître un orange beaucoup plus foncé. Et les pièces métalliques, donc c'est-à-dire par exemple les épaulières, les bas des jambes, les avant-bras, eh bien, font apparaître un orange beaucoup plus clair. Donc moi personnellement je pense que ça c'est une astuce qu'a utilisé Bandai, c'est-à-dire qu'à l'époque, et même d'ailleurs maintenant ils en sont toujours pas capables, ils n'étaient donc pas capables de faire un coloris identique ou quasi identique entre les pièces plastiques et les pièces métalliques. Et c'est surtout le cas notamment sur les peintures claires. Quand c'est des peintures sombres, par exemple du noir, ils ont moins cette difficulté, mais pour des peintures claires, eh bien, ils ont du mal à avoir le même rendu sur les parties plastiques que sur les parties métalliques. Donc moi personnellement, je pense qu'ils ont utilisé cette astuce, c'est-à-dire faire une sorte de parti pris en disant bah voilà, on essaye de faire une figurine jolie en accentuant certaines couleurs sur certaines parties par rapport à d'autres. Mais bon, je pense que ça, c'est surtout une astuce pour camoufler le fait qu'ils ne sont pas capables, enfin en tout cas, ils n'étaient pas capables à l'époque de faire le même rendu sur des pièces plastiques que sur des pièces métalliques. Je veux dire, c'est quand même assez notable que ce ne soit que les parties plastiques qui soient touchées par cette différence de coloris. Et ce que je suis en train de dire là, eh bien, vous allez le retrouver aussi sur ce deuxième blister, puisque vous voyez que encore une fois, les parties qui sont beaucoup plus foncées, eh bien, ce sont les ailes qui sont en plastique. Également, les pièces du porte-armure qui, elles aussi, sont en plastique. Pour terminer simplement le passage en revue de ce blister, eh bien, vous remarquez qu'il y a donc 4 protège-mains, donc ça c'était plutôt sympa à l'époque. Beaucoup de pièces d'armure, hein, donc c'est une armure qui est très très couvrante. Vous avez aussi eh bien, là la chevelure trouée qui permet de mettre le casque. Donc ça c'est pour ce blister. Le blister suivant, donc, comme je l'ai dit, fait apparaître les pièces du porte-armure.
qui a l'air comme ça très imposant, hein, notamment dû à ses ailes, mais également aux queues du phénix. Queues du phénix qui sont très peu articulées, vous pouvez vraiment les mettre que dans une position et vous pouvez pas trop jouer avec. De même, hein, vous avez ici les queues qui se mettent cette fois-ci sur le personnage, et là aussi on peut regretter le fait qu'elles ne sont pas articulées, mais ça j'y reviendrai après dans la découverte des pièces. Donc voilà pour ce qui est de la version Bandai. Pour ce qui est donc de la version Great Toys, eh bien nous avons différents sachets. Un premier sachet qui est celui qui contient les paires de mains. Remarquez qu'elles sont exactement en même nombre que sur la version Bandai, donc j'ai oublié de le dire, mais on avait 3 paires de mains plus une main supplémentaire qui est la main avec l'index qui pointe. Et bien vous remarquez que c'est exactement ce qu'a fait Bandai, pas Bandai, pardon, Great Toys, c'est-à-dire 3 paires de mains, donc les poings fermés, les mains semi-ouvertes on va dire, et les mains grandes ouvertes, plus l'index qui pointe, 4 protège-mains également. Vous remarquez déjà une différence de coloris sur l'arabesque qui est à l'intérieur. Mais bon, ça encore une fois, on y reviendra après. Donc ça, c'est le premier sachet. Un deuxième sachet donc, qui contient les chevelures. Donc vous avez bien sûr la chevelure civile qui n'est pas encore montée sur le personnage. Et ensuite, eh bien, la chevelure trouée. Et ici, donc, la chevelure qui se met à l'intérieur du cou. Et alors, un bout de chevelure supplémentaire, qui est celui-ci. Mais là, je vois pas trop à quoi il peut servir. Bon, on verra, je verrai après quand je vais monter le personnage. Peut-être que c'est un rajout, j'en sais rien. Bon, je verrai ça après. Ensuite, les différents visages. Alors, ils sont au nombre de 5. Et ils sont plutôt sympas, plutôt jolis. Bon, en fait... Great Toys ici n'a pas cherché midi à 14 h, hein, puisqu'ils ont repris, je pense, quasiment à l'identique les visages de leur V3, donc les Great Toys V3, qui étaient sortis en 2016, il me semble 2016-2017. Donc je pense qu'ils ont repris peu ou prou le même visage. Hein. Et d'ailleurs ce visage était déjà réussi à l'époque, donc ils n'ont pas dû juger nécessaire de devoir le retoucher. Bon, pas mal de variétés dans ces visages-là. Celui-ci est un peu contestable, je vois pas trop à quoi il peut servir, mais bon, voilà, il est donné. Donc 5 visages. Le corps, donc type Great Toys, donc j'attends de ce corps ce que l'on connaît d'habitude sur la marque, c'est-à-dire beaucoup de rigidité, et pas à l'extrême non plus, pas comme la marque J-Model par exemple. Donc beaucoup de rigidité et de robustesse. Donc ça, pareil, on le verra ensuite dans la découverte du personnage. Et puis donc deux blisters, donc là aussi c'est ce qui différencie Great Toys de la marque J-Model par exemple, qui nous fournit énormément de choses dans des sachets et assez peu de choses dans des blisters. Donc là, la majeure partie des pièces eh bien, sont dans des blisters, enfin en tout cas toutes les pièces d'armure sont dans le blister, donc ça c'est plutôt appréciable. On a ici donc un blister qui contient les ailes, donc vous voyez que sur ces ailes là on retrouve la courbure que l'on avait tout à l'heure sur les petites queues du phénix que l'on avait sur la figurine Bandai. Ce qui me laisse là aussi un peu perplexe quant à la possibilité de bouger un peu, de donner la forme que l'on veut à ces petites queues de phénix, mais bon là encore une fois, on le verra après lors de la découverte du personnage. Remarquez que eh bien, Great Toys visiblement a décidé d'adopter les codes couleurs qu'a adopté Bandai, c'est-à-dire des couleurs différentes sur les pièces plastiques. Donc vous voyez que là, eh bien, les ailes font apparaître un orangé très foncé, alors que sur le blister suivant, eh bien, vous avez un orangé beaucoup plus clair sur toutes les parties métalliques, hors partie plastique. Et là encore une fois, eh bien, vous voyez, c'est très notable, le corset qui lui est en plastique est en orangé plus foncé, et pareil pour ce qui est du casque, tout le reste est métallique, et tout le reste est dans un orangé beaucoup plus clair. Donc ça confirme, je pense, ma théorie. Je pense que pareil, Great Toys ne se sont pas forcément capables. En fait, il y a deux possibilités en fait. Soit Great Toys ne se sont pas capables de reproduire les mêmes peintures sur les parties plastiques que sur les parties métalliques. Donc ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est qu'ils ont copié bêtement les erreurs qu'a commises Bandai. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre comme base le design de l'animé, eh bien ils se sont d'abord basés sur le design de Bandai, quitte à rectifier quelques petits trucs que l'on verra après. Mais donc ça, c'est la deuxième possibilité. Donc à voir laquelle est la bonne. Bon, voilà pour ce qui est des contenus. Donc je vais maintenant vous montrer les pièces en individuel.
Alors, on va regarder les pièces dans le détail. Donc à ce stade, je ne vais pas encore parler de conformité avec le design, tout simplement parce que je vais le garder pour le comparatif bilan. Je pense que ce sera mieux une fois monté sur le personnage. Là, je vais juste me contenter de comparer les pièces les unes aux autres et puis voir un peu les différents systèmes qui ont été adoptés de part et d'autre. Alors, je vais commencer par les visages, sur lesquels je vais pas dire grand chose, tout simplement parce que les éléments de comparaison sont quand même assez limités, puisque la classique n'a qu'un seul visage. Je dirais simplement que des deux côtés, eh bien, il y a un visage plutôt de bonne facture, qui ressemble pas mal au personnage, hein, donc on reconnaît bien l'expression du visage de Ikki. Maintenant, la classique, eh bien, c'est un visage d'ancienne génération, hein, donc il a ce côté un peu opaque, hein, qui peut déplaire à certains, que vous ne retrouvez pas bien sûr sur le visage IX, qui est un peu plus translucide et donc qui se rapproche sans doute du vrai teint de la peau. En dehors de ça, eh bien, c'est plutôt réussi des deux côtés. On a une chevelure des deux côtés qui est plutôt de bonne facture, qui correspond pas mal au design du personnage. Donc plutôt correct des deux côtés. Les visages Great Toys ici sont exactement les mêmes que ceux de leur version 3. Donc je vous mettrai un petit insert à gauche pour vous le montrer. Ils n'ont pas du tout changé le design de leur visage, ce qui personnellement a tendance à me rendre un peu pessimiste pour leur Ikki V1 qu'ils doivent sortir, parce que beaucoup s'interrogent sur le fait que est-ce qu'il va y avoir le visage avec le masque. Moi, j'ai peur que Great Toys se contente de nous fournir un visage comme ça, c'est-à-dire un visage ombré, sans les lunettes caractéristiques de Ikki dans Legal Action Wars. Donc bon, on verra, j'espère qu'ils me donneront tort, mais je le sens venir à 3 km quand même. Donc ça c'est pour ce qui est des visages. Évidemment il y a 4 visages là que je vous ai mis en insert, donc j'ai pas besoin de vous les montrer dans le détail. On va parler maintenant des pièces, on va aborder déjà le bas de la figurine. Donc vous avez ici donc le bas des jambes. Vous voyez qu'en termes de taille, eh bien, les proportions ont l'air d'avoir été respectées par Great Toys sur le bas de la jambe, puisque la pièce est légèrement plus grande que la pièce Bandai, ce qui est un peu normal puisque la figurine est plus grande. Remarquez également que cette pointe-là, eh bien, sur la version Great Toys, est déjà intégrée dans le bas de la jambe, donc ça c'est super parce que franchement, pour ceux qui possèdent déjà la version classique V4, vous savez que cette pièce-là, c'est une horreur. Elle a tendance à tomber régulièrement dès lors que vous bougez la figurine. Donc là, au moins, elle est déjà intégrée dans la jambière, donc c'est plutôt un soulagement quand vous posez la figurine. Ensuite, eh bien, c'est une pièce qui est full metal, alors que ici, eh bien, cette petite pointe, elle est en plastique. Donc voilà pour ce qui est de la différence globale. Maintenant, dans le détail, eh bien, vous voyez que les arabesques ne sont pas totalement identiques. Et là, encore une fois, on jugera tout à l'heure avec le design qui est dans le vrai. Donc ça, c'est sur le bas de la jambe. Ensuite, alors, il y a le système sur la genouillère qui est adopté, qui est différent. Puisque vous voyez que chez Great Toys, eh bien, on a adopté un système, au final, dont on a l'habitude sur les IX, c'est-à-dire une genouillère véritable et ensuite une cuissarde, et donc l'ensemble, eh bien, crée cet effet-là. Alors que chez Bandai, à l'époque, eh bien, on n'avait pas tant que ça l'habitude de système avec cuissarde et genouillère et jambière, et donc bas de jambe. Donc ce qui veut dire qu'on a eu recours à une astuce. On a évité de faire une genouillère pleine, et on a fait une petite genouillère qui vient juste cacher le genou. Et ensuite, eh bien, le reste de la genouillère, on l'a intégré, vous voyez, à la cuissarde. Donc ce qui veut dire que en termes d'effet, eh bien, ça crée l'illusion d'une genouillère qui est très grande, comme sur le design d'origine. Mais dans la réalité, eh bien, vous voyez que c'est totalement différent. C'est un peu une genouillère au rabais, si vous voulez. L'avantage quand même de ce système-là par rapport à ce qu'il faisait par le passé, c'est que au moins quand le personnage est à genoux, eh bien ça ne laisse pas apparaître un gros trou comme il peut y avoir quand la genouillère, la pointe de la genouillère est déjà intégrée au bas de la jambe. C'était le cas notamment sur Mime par exemple, c'est le cas aussi sur le Gémeaux classique aussi, c'est le cas aussi sur le Kaza de Limnad. Quand ce sont des personnages, quand vous les mettez à genoux, eh bien, il y a un trou qui apparaît au niveau de leurs genoux, et c'est assez disgracieux. Donc là, au moins, ils avaient fait l'effort de trouver une parade, bon, qui n'est pas excellente, hein. Je pense que le système est bien meilleur ici. Non, de toute façon, c'est le système qu'ils utilisent sur leurs IX. Donc ça, c'est pour ce qui est du bas de la figurine. Ensuite, on arrive sur la jupe. Au niveau de la classique, eh bien, on a un système intégré qui intègre en fait le corset et la jupe. Vous voyez que c'est une seule pièce. Il y a simplement le devant de la jupe et l'arrière de la jupe. Alors la jupe, ce qu'on appelle également tassette. Donc là, spéciale dédicace aux camarades d'Amidou qui m'avaient appris ce terme. Maintenant, je vais continuer à utiliser jupe quand même parce que j'ai peur que les gens qui me suivent ne comprennent pas forcément le mot tassette, donc tu ne m'en voudras pas.
Donc sur cette jupe, eh bien, vous avez uniquement le pan avant et le pan arrière que vous venez greffer dessus. Maintenant, les deux pans sur les côtés eh bien, sont déjà mis. Le désavantage de ce système, c'est que le personnage se trouve complètement engoncé, c'est-à-dire que vous avez zéro mobilité au niveau du buste. Vous avez aussi le pan avant qui est totalement fixe. Vous voyez qu'il n'a pas de mobilité vers l'avant et vers l'arrière. Donc ce qui limite cruellement les posings au niveau des jambes. Donc ça, c'est pour la classique. Au niveau de l'IX, eh bien, on a somme toute un système dont on est coutumier, c'est-à-dire que vous avez la jupe qui est séparée du corset, vous avez ici un pan avant qui est totalement mobile, vous voyez. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on peut le bouger vers l'avant et vers l'arrière, donc ce qui permet encore une fois de faciliter les posings. Même chose pour celui arrière, et sur les côtés, pareil, donc plutôt une bonne mobilité de cette jupe, en tout cas en comparaison de la classique, c'est le jour et la nuit. Vous avez ensuite, bien sûr, le corset. Voilà, donc la couleur, eh bien, je suis réservé dessus, mais ça, je me suis déjà exprimé dessus tout à l'heure. À noter que au niveau de la jupe, eh bien, vous avez une énorme différence de taille sur la boucle de ceinture. Vous voyez que le pan avant est quand même bien plus gros sur la version Great Toy. Je vais vous les montrer côte à côte. Alors, si je ne fais pas tout tomber, voilà. Donc voilà, vous pouvez juger quand même de la différence de taille. Alors certes, il y a la différence de taille entre classique et IX, mais sans doute que ici, eh bien, il y a l'un des deux qui a dû pousser un peu trop le curseur. Mais là encore une fois, on verra ça tout à l'heure sur le design d'origine. Ensuite, on arrive sur le plastron. Alors plastron qui est assez ressemblant hein, des deux côtés. Maintenant, vous voyez qu'au niveau du bouclier avant, eh bien, il y a quand même des différences hein, sur le motif intérieur, mais également sur la forme en lui-même. Vous voyez qu'on a comment dire, des pointes plus acérées sur la version Great Toys. À noter également la différence de matériaux, on a du full metal ici pour Great Toys, et là ici ben, c'est quasiment full plastique, enfin en tout cas toute la partie avant est plastique, le col est plastique, donc col intégré que vous devez ensuite démonter quand vous montez la figurine. Par contre, la partie vraiment plastron, eh bien, elle est en métal. Remarquez alors qu'ici, il n'y a pas de différence de coloris énorme, hein, tout simplement parce que Bandai a décidé d'adopter le même coloris sur le métal que sur les parties plastiques, ce qui signifie qu'ils auraient pu éventuellement faire tout homogène dans ce coloris-là, même pour ce qui est des parties métalliques, mais ils ont fait le choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une peinture plus claire, ce qui veut dire qu'ils ont sans doute plus de difficultés pour faire des peintures claires qui ont le même effet sur les parties plastiques. Enfin, en tout cas, encore une fois, ça c'est mon interprétation. Du côté de Great Toys, eh bien, du coup, vous avez la peinture qui est beaucoup plus claire, puisqu'on est sur des parties métalliques en 100% métal. Donc voilà pour ce qui est des différences. Il n'y a pas le col est intégré directement sur le plastron, il n'y a pas de pièce à démonter. Donc voilà pour ce qui est de cette pièce. Ensuite, on va aborder donc, les épaulières. Épaulières qui, là aussi, sont un peu différentes du fait du motif. Vous voyez qu'il y a une arabesque supplémentaire donc, sur la version Bandai ici. Remarquez qu'en termes de longueur, eh bien, on a une énorme différence entre les deux. Une longueur supplémentaire sur la version classique. Ce qui a priori peut surprendre, hein, puisque encore une fois la version classique est censée être plus petite. Donc ce qui veut dire que là encore, eh bien, il y a forcément l'un des deux qui est dans l'erreur, ou peut-être même les deux sont dans l'erreur, on verra tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'il y a une différence ici, il y a un problème de proportion qui se pose. Donc voilà. Ah oui, autre chose quand même, c'est que cette partie-là, pour la version Bandai, vous voyez, est un peu mobile. Donc on peut jouer un peu avec pour donner un effet supplémentaire à l'épaulière. Ce n'est pas le cas pour la version Great Toys. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Personnellement, je ne pense pas, puisque déjà là, elle me semble placée de façon optimale. Donc voilà pour ce qui est de l'épaulière. Ensuite, on va arriver sur les avant-bras. Alors avant-bras, là aussi, qui me semble en différence en termes de proportion, puisque vous voyez que là encore, eh bien, c'est a priori l'avant-bras de la Bandai, donc de la classique, qui est plus grand que celui de la version UX. Donc encore une fois ici, il y a sans doute un problème de proportion qui se pose. Nous verrons ça tout à l'heure. On va terminer avec donc d'abord les diadèmes. Diadèmes qui se ressemblent énormément, enfin en tout cas qui arborent les mêmes coloris, enfin peu ou prou les mêmes. En termes de taille, eh bien, vous voyez que c'est presque pareil. Donc là aussi, on verra avec le design d'origine si on est dans le respect des deux côtés ou pas.
Enfin, on va aborder alors les ailes et les petites queues de phénix. D'abord, pour ce qui est des ailes, eh bien, d'abord l'aile Bandai. Donc, je vais essayer de vous les superposer pour vous montrer un peu la différence. Donc, on a clairement une différence de forme avec une aile de la version Great Toys qui monte un peu plus, alors que du côté de Bandai, ça s'étend un petit peu plus latéralement sur le côté en fait. On verra là encore une fois qui est plutôt dans la vérité. Je vais m'attarder davantage sur les petites queues de phénix. Alors petites queues de phénix qui sont mobiles ou pas. Eh bien, je dirais que sur la version Great Toys, ça me semble mobile. Alors je vais essayer de vous le montrer. Pour le tester, alors je pense hein, personnellement, encore une fois c'est un avis personnel, maintenant vous faites ce que vous voulez avec votre figurine, si vous la cassez tant pis pour vous, enfin, en tout cas moi je l'ai essayé, et je pense qu'il y a un fil de fer qui est intégré à la petite queue de phénix. La preuve c'est que si on fait ceci, vous voyez, eh bien la pièce a l'air de rester plus ou moins en place. Alors, je sais pas si comme ça sera, voilà, comme ça sera à mon avis plus visible. La pièce a l'air de rester en place, donc ce qui me laisserait à penser que ces petites queues de phénix sont raisonnablement articulées. Mais faites attention parce que ça me semble pas super costaud, et j'ai peur aussi que en pliant, vous voyez c'est peut-être même déjà le cas ici, en pliant peut-être que la peinture aurait tendance à s'écailler. Donc à tester mais avec modération. Le souci c'est que comme elles sont déjà courbées d'origine, eh bien si le mouvement ne vous plaît pas, eh bien vous aurez sans doute envie de le changer, donc faites-le mais de façon prudente. Bon là c'est pareil, hein, je pourrais vous en dire davantage quand la figurine sera montée, pour l'instant je ne l'ai pas montée, donc je peux pas m'exprimer plus, mais ça me semble déjà être une possibilité que de recourber, vous voyez, ces petites queues de phénix. Donc ça c'est plutôt positif, d'autant que du côté de la version classique, eh bien ce n'était absolument pas le cas. Donc là pour le coup par contre si vous possédez la classique, eh bien n'essayez pas de le faire, c'est absolument pas mobile, hein, c'est du plastique dur, donc ce qui veut dire que si vous forcez, eh ben, forcément le plastique va casser. Donc ça c'est du côté de Bandai de la version classique. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce qui est des pièces en individuel, donc on va regarder les personnages et puis ensuite on passera au montage. Allez, on va regarder les personnages sans armure, avec d'abord celui de Bandai, donc corps de type classique, de type G3. G3, donc la dernière génération. Alors, dernière génération, pas tout à fait, puisque les nouveaux corps de type G3 ont une pièce de renfort ici au niveau de l'entrejambe, ce qui est destiné normalement à éviter ceci. Vous voyez à quel point le personnage ici fait la danseuse et donc souffre de l'absence de cette pièce. C'est impossible même, vous voyez, de lui faire tenir la jambe comme ça à l'horizontale. Et ce qui est d'autant plus dramatique pour cette figurine en particulier, puisque les armures V4 sont très couvrantes et donc très lourdes. Elles ont notamment aussi des ailes, donc ce qui fait que faire tenir ce personnage en équilibre est une vraie gageure. Vous aurez sans doute besoin d'un socle pour maintenir la figurine. Alors moi qui suis anti-socle, ça complique encore plus l'affaire. Donc souvent, bien, vous pouvez avoir recours à des petites billes de pâte à fixe que vous allez mettre sous les pieds. Sinon, eh bien, pour poser la figurine, eh bien, ça sera vraiment très galère. Pour ce qui est de la partie haute de la figurine, en revanche, eh bien, rien à dire. Vous entendez d'ailleurs que ça grince un petit peu, donc ce qui montre aussi la rigidité de ces points d'articulation là sur la classique. Donc sur la partie supérieure tout va bien. Remarquez aussi que sur le corps, eh bien, nous avons des bandages qui apparaissent au niveau des biceps, des avant-bras et des mains, ce qui est sans doute une volonté de coller au plus près au manga, donc ce qui est un peu une constante pour cette figurine classique, mais ça on en parlera davantage une fois que les figurines seront montées. Donc voilà pour ce qui est de ce corps de la classique. Pour ce qui est du corps de la version UX, eh bien, je m'attends à avoir un corps de bonne facture, puisque Great Toys est en général coutumier du fait. Bonne facture, donc bonne rigidité, surtout au niveau de l'entrejambe. Et alors si on fait ce test là, ben, vous voyez que tout va bien, elle franchit largement ce test, même si vous voyez qu'il y a un petit point de mollesse au niveau du bas du genou. Ce que j'avais aussi remarqué d'ailleurs sur le dernier corps Bandai pour le Seiya V3, qui était en nette amélioration, et bien vous voyez que là aussi vous avez sur un corps réputé normalement très rigide, comme le Great Toys, ce point de flexion qui est un peu plus mou que les autres. Hein. Peut-être est-ce dû d'ailleurs à ces énormes chaussures de sécurité que possède la Miliki dans cette version, donc ce qui aurait tendance à entraîner un peu la jambe vers le bas, mais toujours est-il que bon, il y a un peu de faiblesse au niveau de ce genou. Même chose j'imagine pour la deuxième jambe, ouais, ça fait un peu la même chose.
Donc voilà, c'est plutôt donc une bonne rigidité au niveau du bas de la figurine. Au niveau du haut de la figurine, rien à dire, a priori tout est rigide. Rigide sans l'être dans l'excès, puisque vous savez que sur les Corgi modèles notamment, bien, vous avez une rigidité qui est souvent excessive sur ce point d'articulation en particulier, ce qui a tendance à faire casser la figurine, mais ici ce n'est absolument pas le cas, donc Great Toys reste assez fidèle à sa légende de corps de bonne facture, donc ceci annonce un montage normalement qui ne devrait pas trop poser de problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant, je vais faire un petit peu place nette et on va faire le montage de la figurine Great Toys en intégrale. Allez, on aborde ce montage que je vais vous faire en intégrale, d'abord parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc par souci de variété, eh bien, je vais le refaire, et puis aussi parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire à la fois sur l'armure et sur le personnage, donc comme ça sera l'occasion. Donc comme d'habitude, on démarre par le bas de la figurine, attention à ces cuissardes qu'il faut mettre dans ce sens-là, puisque sur les premières photos qu'on avait eues de nos amis chinois, eh bien, ils les avaient montées avec les cuissardes à l'envers, donc forcément ça faisait un effet bizarroïde, donc c'est comme ça qu'il faut les mettre. Donc, armure V4 ou ce qu'on appelle également la God Cloth, en fait c'est l'appellation normale, c'est God Cloth. God Cloth, pas Kamui. Attention, l'erreur est quand même assez commune. Une Kamui, c'est une armure que porte un dieu. Par exemple, l'armure d'Athéna est une Kamui. L'armure d'Hadès également est une Kamui. En revanche, ces cloths-là ne sont pas des Kamui, ce sont des armures divines, des God Cloths. L'erreur vient du fait que, eh bien, c'est une erreur que fait lui-même Thanatos lorsque il voit pour la première fois ces cloths-là, c'est-à-dire celle de Seiya, lorsqu'il la revêt pour la première fois. Il est tellement surpris qu'il s'exclame qu'il s'agit d'une Kamui, et il se fait reprendre par Hypnos, il me semble. Donc tout ça, c'est dans le manga, je pense pas que, de souvenir, je ne pense pas que ça apparaisse dans l'animé. Donc il se fait reprendre par Hypnos, qui lui dit que non, ce sont des armures divines, et ce ne sont pas des Kamui. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. Donc ces armures-là, au final, on les voit quand même très très peu, on ne les voit que à l'occasion de deux OAV, donc du chapitre Elysion, les OAV 5 et 6 pour être précis, et puis ensuite on ne les verra plus. Alors quand je dis on ne les verra plus, c'est-à-dire que pour l'instant, dans la suite qu'a faite Masami Kurumada, c'est-à-dire Saint Seiya Next Dimension, eh bien on n'a pas revu ces God Cloth. Donc comme les personnages récupèrent leur version 3 de l'armure, donc les Final Bronze Cloth. Donc ces armures-là, au final, eh bien, elles apparaissent presque inutiles en fait. Inutiles parce que elles sont très peu mises en valeur, même lors de ces OAV 5 et 6. On est très très loin de la période où l'un des buts de Saint Seiya, eh bien, c'était clairement de vendre du jouet. Ici, si on veut vendre ces cloths, eh ben, je pense qu'on s'y prend pas vraiment bien. Le contraste est flagrant par exemple avec le tout début du chapitre Asgard, pour ceux qui se souviennent, donc le fameux épisode 74 où les bronzes apparaissent avec leurs nouvelles cloths sur le dos, où on nous montre bien ces nouvelles armures en nous faisant comprendre en tant qu'enfant à l'époque que ça serait pas mal de les acheter parce qu'elles sont 1000 fois mieux. Ici, pour ces armures divines, eh bien, ça, ok, on évoque le fait que ce sont des armures divines, formidables, etc., mais au final, elles ne sont pas très mises en valeur, et surtout, on n'a pas l'impression que ça apporte quelque chose de supplémentaire vraiment au personnage. Alors certes, ça permet direct à Seiya de défaire Thanatos, contre lequel il butait, mais en dehors de ça, eh bien, on n'a pas vraiment conscience du pouvoir supplémentaire que donne l'armure à son porteur. Assez compliqué de désolidariser les deux pans de ce corset. Donc vous avez, comme d'habitude, le système Great Toys qui permet de camoufler les deux points de jonction. Donc ça c'est plutôt bien, mais difficile à désolidariser. Donc ça, le buste, comme d'habitude, il faut le lever pour pouvoir donc mettre cette pièce-là. On met la pièce de devant, et ensuite donc on rabaisse le buste. Alors je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Voilà.
Bon, alors, pour ce qui est de l'armure en elle-même, si je continue un peu là-dessus, eh bien, les armures Bandai, donc des V4, donc de ces Code Cloth, ont été déclinées en pas mal de versions, en fait, en 3 versions. La première version, eh bien, c'est la version qui est inspirée de l'animé, donc c'est-à-dire celle-ci, en tout cas celle qu'a essayé de reproduire Great Toys. Alors, j'ai du mal à retirer cette pièce, donc je vais d'abord retirer le point avant. Donc la version animée. Ensuite, Bandai, à l'occasion du 10e anniversaire de la sortie des premières Midcloth, eh bien, a sorti des versions 10th Anniversary, donc version 10e anniversaire, qui arbore une couleur un peu originale, qui sont, ma foi, assez jolies. Enfin, en tout cas, moi, je les préfère presque aux armures originales en termes de couleurs, notamment celle de Seiya que je trouve plus jolie, puisqu'elle est bleue, là où celle de l'animé est grise. Ensuite, ils ont également sorti une version manga, c'est-à-dire une version OCE, donc censée reproduire là aussi les coloris du manga. Et puis, donc le problème, c'est que ces versions-là, eh bien, en fait, elles ont toutes le même défaut, c'est-à-dire ce sont des armures qui sont très très difficiles déjà, rien qu'à monter sur le personnage. Donc là encore une fois, pour ceux qui les possèdent, eh bien, vous savez de quoi je parle. Je parle notamment du Chevalier du Dragon, qui est une galère innommable à monter déjà. Ensuite, une fois que le personnage est monté, eh bien, pour faire tenir ses figurines debout, il faut se lever de bonne heure. Là aussi, alors tous les personnages ne sont pas logés à la même enseigne, ça dépend aussi beaucoup de la taille de leurs ailes, du poids de leurs ailes. Alors le Iki fait un peu exception, ses ailes étant pas trop imposantes, eh bien elles n'ont pas trop tendance, et puis surtout elles ne vont pas vers l'arrière, donc elles n'ont pas trop tendance à entraîner le personnage vers l'arrière, mais sur des personnages comme par exemple le Yoga, qui a de grosses ailes qui vont elles vers l'arrière, et bien pour le faire tenir droit, c'est vraiment très compliqué. Donc ce sont des armures qui sont a priori jolies, mais qui sont très limitées pour mettre le personnage en valeur avec des posings un peu évolués, et bien c'est vraiment très compliqué. Donc ça c'est pour ce qui est de ces armures. Ensuite, si on parle du personnage de Iki en particulier, alors je vais pas évoquer le personnage Iki dans toutes ces versions, hein, puisque j'ai déjà évoqué ce personnage lorsque je crois j'avais fait le montage de la version V1 classique. Mais je vais plutôt m'intéresser uniquement à Iki dans ce chapitre Elysion. Alors, dans ce chapitre Elysion, Iki, encore une fois, il apparaît avec son armure divine dans les OAV 5 et 6, et il apparaît en tandem avec Seiya. Alors, tandem qui est, somme toute, plutôt original, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans la série. Seiya, il a plus tendance à faire équipe avec Shiryu et Shun qu'avec Iki. Donc lors de ce chapitre ultime de Saint Seiya, eh bien, on a l'impression que Kurumada a voulu faire un petit peu l'expérience de ce tandem, qui est un peu original. Et donc, il fait équipe avec Seiya pour essayer de remplir 3 objectifs. Le premier objectif, eh bien, c'est d'abord de libérer Athéna, donc Saori, de la jarre qui l'emprisonne et qui est en train d'aspirer son sang. Donc ça, c'est la première étape. Comme il n'y arrive pas, eh bien, et même en faisant avec Seiya une attaque combinée, il n'y arrive pas. Ils se rendent compte que sans doute que l'armure est contrôlée par le corps de Hadès, donc à partir de là, eh bien, ils vont s'attaquer tous les deux au corps de Hadès, et là aussi, ils vont buter sur l'obstacle et ne pas réussir. Et à partir de là, eh bien, le troisième objectif de Iki, ça sera de servir de bouclier humain à Seiya, puisqu'il permettra à Seiya de ne pas être victime du tranchant de la lame d'Hadès en s'interposant entre lui et l'épée, donc ce qui permettra à Seiya de continuer la lutte, alors que lui, Iki, eh bien, sera KO un bon moment, en fait, jusque plus ou moins à la fin de l'épisode, où il va faire une attaque combinée avec ses camarades bronze qui, eux, donc, ont réussi à défaire Hypnos, avec bien du mal d'ailleurs. Donc ils vont faire une attaque combinée, et ce qui permettra à Athéna, revêtue de sa camui, là pour le coup, de prendre le dessus sur Hadès. Alors là, je vais devoir faire une petite pause parce que je m'aperçois que je n'ai pas
la chevelure trouée pour mettre le casque, donc ce qui va compliquer l'affaire, donc je vous reprends dans une seconde. Voilà, donc de retour, j'ai la pièce qui me manquait. Donc j'étais en train de dire, ce qui permettra à Athéna de prendre un avantage décisif sur Hadès, et donc de le transpercer avec son sceptre de Niké, déesse de la victoire. Bon, bref, si je conclue un peu sur ce personnage de Iki dans Elysion, eh bien, il est à l'image de tout ce qui est Elysion, il est totalement bâclé. Comme je disais tout à l'heure, eh bien, on ne voit pas vraiment la plus-value qui est apportée par son armure. Le seul personnage où on voit vraiment la plus-value qu'apporte la God Cloth, c'est sur Seiya, puisque ça lui permet vraiment de défaire très facilement Thanatos, là où avant il n'y arrivait pas. En revanche, pour ce qui est d'Iki, et d'ailleurs pour ce qui est de ses autres camarades aussi, on voit pas trop la plus-value qui est apportée à ça. On a vraiment l'impression que Kurumada avait dans son cahier des charges le fait de devoir mettre des nouvelles cloths, que peut-être il avait pour ambition peut-être de commercialiser, enfin en tout cas de permettre la commercialisation par la suite. Et donc il s'est dépêché de mettre en place ces cloths-là sans pour autant avoir vraiment une visée scénaristique derrière. Donc c'est comme à l'image de tout ce qui est Elysion, un peu bâclé du fait que malheureusement les jours de Kurumada dans le Jump, alors le Shonen Jump, étaient comptés. Donc les plaques de main à mettre, et puis ensuite eh ben, il n'y aura plus que le diadème et le personnage sera fini de monter. Ah non, je suis en train de dire des bêtises, il me restera quand même les ailes. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre tout de suite les plaques de main, mais maintenant bon, je l'ai fait, donc je vais continuer. La partie avant du plastron, bon, en termes de montage, rien à dire, hein. J'ai pas eu vraiment de difficulté. Alors un poil de difficulté on va dire sur les genouillères, j'ai pas l'impression que le petit bitonio que l'on met dans le trou du genou, j'ai pas l'impression qu'il soit super bien profilé pour pouvoir rentrer dans le trou prévu à cet effet. Donc faut un peu forcer, mais une fois que c'est mis, ça a l'air de tenir. Maintenant, je vous en dirai davantage une fois que j'aurai réalisé le posing, mais à ce stade, j'ai rien à dire de ce côté-là. Donc, le diadème, et puis il nous restera les ailes. Alors, le diadème, comment on le positionne? Comme ceci, j'ai l'impression. Bah oui, c'est pas plus dur que ça. Ça épouse plutôt bien le visage. Ouais. Tout va bien. Toto bene, comme disent nos amis italiens, que je salue, puisque certains regardent la chaîne. Et il nous reste donc les ailes. Alors, les ailes, c'est toujours la galère, puisque la pièce IX, eh bien, vous savez qu'il faut faire rentrer ce bitonio là, dans un trou qui n'est pas forcément toujours bien taillé. Ici, donc, on va voir ce que ça donne. Ouais ben, franchement, rien à dire. Bon, niveau montage, eh bien, écoutez, tout s'est bien passé, hein, vraiment. Donc, Great Toys confirme qu'il est sans doute la marque bootleg la plus fiable. Bon, bien sûr, ils nous ont laissé avec certaines dernières figurines qui ne comblaient pas à 100% nos attentes. Mais globalement, on voit quand même une différence de qualité dès lors qu'on assemble. Hein. Il n'y a pas vraiment de comparaison à faire avec les autres marques bootleg pour l'instant. Évidemment, ils sont moins dans la copie que les autres, donc on va pouvoir leur reprocher, bien sûr, des prises de liberté que ne vont pas prendre les autres marques pirates. Mais en termes de qualité d'assemblage, eh bien c'est quand même bien meilleur. Voilà, voilà. Bon, montage facile, qui ne vous posera a priori pas de problème. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous montrer ce que ça donne en gros plan, pour que vous puissiez un peu visualiser le résultat. Donc là j'ai un peu la chevelure arrière qui est difficile à positionner, je pense que je vais faire ça, voilà. Voilà, donc la tête est mise correctement.
Problème hein, pour placer ces petites queues de phénix, mais ça m'étonne qu'à moitié, donc je verrai de façon plus précise tout à l'heure avec le posing pour voir si on peut modifier un peu l'orientation de ces queues-là, puisque vous voyez qu'on a du mal à les positionner en fait. Hein. Allez, je vous le montre de plus près. Donc j'ai opéré quelques petits ajustements, mais bon, rien de précis, hein. Je pense que j'essaierai de faire mieux lors du posing. Donc là, je pense que c'est suffisant pour se rendre compte du rendu de la figurine, qui est, ma foi, plutôt correct, il n'y a pas à dire. Hein. Great Toys a fait quand même du bon boulot sur cette figurine, ce qui tranche un peu avec ce qu'ils nous ont sorti ces derniers temps. Bon, maintenant, c'est loin d'être parfait, hein, surtout avec... il fait un peu figure d'arlequin avec ses différents coloris qu'il arbore. Hein. C'est un petit peu dommage, ils auraient dû essayer quand même de faire une peinture qui soit un peu homogène. Donc ça, c'est le côté un peu décevant de cette figurine, enfin, en tout cas à ce stade. Donc, petit posing, nous on se retrouve juste après pour le comparatif bilan. De retour un petit peu plus tôt que prévu, puisque j'allais démarrer mon posing, quand tout à coup, eh bien, je me suis rendu compte que dans certaines de ces plumes de phénix, il y a des petits trous, comme par exemple, vous voyez, ici, ou même ici. Et donc, à l'intérieur de ces petits trous, on peut voir le petit fil de fer dont je doutais la présence tout à l'heure. Donc ceci confirme bien que ces plumes-là sont articulées, et que donc vous pouvez leur faire prendre une forme différente de celle qui est au départ dans la boîte. Donc maintenant, est-ce que c'est suffisant pour leur donner exactement le mouvement que vous désirez? Bon, ça, je pourrais vous répondre simplement après le posing.
De retour pour ce comparatif bilan. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire un mot de ces petites queues de phénix, en vous confirmant que, à l'issue du posing, elles sont articulées. Maintenant, leur capacité de mouvement est quand même assez limitée. Je n'ai pas personnellement à déplorer d'écaillement au final sur les plumes du phénix. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Maintenant, le point un peu négatif, c'est que l'articulation des plumes, c'est pas foufou. Donc ça, c'est pour les queues de phénix. Deuxième chose également, avant d'aborder le comparatif, c'est cette petite mèche de cheveux. Donc lors de la découverte des pièces, je m'étonnais de la présence de celle-ci, et au final, eh bien, je n'ai pas réussi à lui trouver d'utilité pour cette figurine en particulier. Donc étant un peu curieux, je suis allé voir un peu sur le net, et il semblerait que ce soit une mèche qui a été mise par erreur par Great Toys dans les sachets, et qui correspondrait à leur futur Phoenix V1 IX qu'ils vont sortir prochainement. Donc c'est une théorie qui a l'air d'avoir du sens, parce que quand on regarde cette mèche, eh bien, on se rend compte que c'est une mèche qui se met sous un home, donc c'est compatible avec le fait que ce soit le casque intégral de Phoenix V1. Donc on verra si l'avenir nous donnera raison, mais a priori ça a l'air d'avoir du sens. Donc voilà pour ce qui est de la petite mèche. Maintenant, eh bien, on va aborder le comparatif. Avant de comparer ces deux figurines-là, je vais dire un mot de la figurine Bandai. Simplement pour vous dire que cette figurine, eh bien, est sortie en 2010. À cette époque, Bandai avait coutume de faire des figurines un peu hybrides entre le manga et l'animé, et ce Phoenix V4, eh bien, n'y fait pas exception, c'est-à-dire que pour ce qui est de la forme des pièces et des ornementations, eh bien, Bandai a pris appui plutôt sur le manga. Et pour ce qui concerne les couleurs, eh bien, ils ont pris plutôt appui sur l'animé. Alors, pour vous le montrer, eh bien, je vais vous mettre en insert ici le design du manga, et vous allez vous rendre compte que certaines des arabesques qui sont présentes sur cette figurine et non présentes sur la version Great Toys, eh bien, c'est dû au fait que c'est présent sur le manga. C'est le cas notamment ici sur le bas des jambes, sur ici les épaulières, également ici sur les cuissardes. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les arabesques. Ensuite, au niveau de la forme des pièces, eh bien, vous vous rendrez compte ici que au niveau de l'avant-bras, eh bien, il y a un galbe un peu plus prononcé ici qui correspond là aussi plutôt au design du manga. On a le même phénomène ici sur l'épaulière, vous voyez qu'elle est beaucoup plus longue que la version Great Toys déjà, mais aussi que l'animé, et donc là aussi, eh bien, c'est compatible avec le design du manga. Enfin, au niveau de la forme de l'aile, qui là aussi n'est pas totalement celle de l'animé, eh bien vous vous rendez compte que là aussi, c'est plutôt compatible avec le manga, aussi bien dans sa direction que, vous voyez, même dans ces pointes d'aile qui sont un peu biseautées, comme sur le manga. Donc voilà qui explique pourquoi les prises de liberté sur cette figurine, qui en fait n'en sont pas, puisque elle colle avec le manga. Maintenant, est-ce que cette décision est logique de la part de Bandai? Je dirais forcément non, hein, puisque ici le point de référence c'est la figurine animée, enfin c'est l'animé. Donc si on essaye de faire une figurine animée, eh bien on colle 100% à l'animé, on n'essaye pas de faire une figurine qui soit contentera tout le monde, soit au final ne contentera personne. Ceci étant dit, donc place à l'animé, avec comme d'habitude le setei fourni par le camarade Dave qui est à gauche, qui nous servira comme point de référence. Donc si on démarre comme d'habitude par le bas de la jambe, eh bien du côté de Bandai, on a les limitations que j'ai citées juste avant, concernant la décoration. Au niveau de la taille, des proportions de la jambière, eh bien c'est pas trop mal. Remarquez qu'au niveau de chez Great Toys, eh bien c'est très bien également. On remarque toutefois que chez Great Toys, on n'a pas fait les mêmes erreurs au niveau des décorations que pour Bandai. On est vraiment collé à l'animé ici, notamment au niveau des cuissardes. Bien, vous voyez qu'il n'y a pas les arabesques présentes sur la version Bandai. Remarquez également que ce que je soulignais tout à l'heure lors de la découverte des pièces, à savoir cette astuce à laquelle a eu recours Bandai concernant ses genouillères, eh bien, montre quand même une sorte de rupture entre la pointe du genou et le reste de la genouillère. Donc ça fait un peu l'effet nœud de cravate au rabais. Vous savez, les trucs qui se mettent avec une sorte de broche au lieu de faire un nœud de cravate. Alors que ici, eh bien, sur la version Great Toys, vous avez vraiment le vrai nœud de cravate. On voit bien qu'il s'agit d'une vraie genouillère, et donc l'effet est bien supérieur à celui qu'a Bandai ici sur cette figurine classique. On remonte un peu et on arrive maintenant donc sur la jupe, sur laquelle je vais dire deux choses. D'abord, première chose, c'est que en termes de forme, eh bien, la vérité est chez Great Toys concernant l'animé, puisque vous voyez que ici l'avant de la ceinture, eh bien, ne monte pas assez au niveau de Bandai, il ne descend pas assez. Ensuite, en termes de proportion, eh bien, là aussi la vérité est chez Great Toys. On a l'impression que c'est démesuré par rapport à la Bandai, mais c'est raccord avec le design de l'animé. Vous voyez que la pièce descend plutôt bas sur la figurine, et donc il n'y a pas ici
de parti pris de la part de Great Toys, on est plutôt fidèle. Deuxième chose que je peux dire, eh bien, c'est que pour les deux, eh bien, on a une jupe qui est un peu large. Vous voyez que ici c'est dû pour Bandai à une sorte de rupture qu'il y a avec les pans latéraux de la jupe, et pour la Great Toys, eh bien, c'est dû au fait que ce soit une figurine EX, et donc elle a des défauts inhérents au fait que ce soit une EX, c'est-à-dire ce corset hein, qui est bien plus fin que le reste du corps. Donc vous avez cette rupture traditionnelle avec la jupe qui apparaît, mais bon ça on sait très bien que c'est pour conserver de la mobilité à la figurine. Et d'ailleurs ça va me permettre d'enchaîner sur la partie plastron, donc vous avez bien sûr cette rupture traditionnelle qui apparaît à nouveau sur la Great Toys, donc là ça permet quand même d'avoir des torsions d'avant en arrière du buste, donc c'est plutôt positif. En tout cas ici ça sert à quelque chose. Alors c'est pas comme le Andromède V1 de la marque, hein, pour lequel j'avais critiqué justement le fait que la pièce n'était pas en un bloc, puisque au final cette articulation ne servait à rien. Ici elle sert à quelque chose, on peut s'en servir lors du posing, donc je ne vais pas pouvoir critiquer, sachant que cette pièce n'est pas plus visible, n'est pas moins discrète que celle que font Bandai sur leur Gold EX. Hein. Donc on est à peu près dans la même discrétion ici. Donc au niveau de Great Toys, on ne peut pas trop critiquer ce fait-là. Donc si on passe maintenant à la partie bouclier avant du plastron, eh bien vous vous rendez compte que là aussi la vérité est chez Great Toys, aussi bien en termes de forme de pièce, donc aussi bien sur le haut d'ailleurs que sur le bas, que pour ce qui est du design à l'intérieur. Donc là encore une fois, chez Bandai, eh bien c'est le manga que l'on essaye de suivre. Au niveau des bras maintenant, au niveau de l'avant-bras, eh bien la vérité est là aussi chez Great Toys. On voit ça notamment ici sur la pointe de l'avant-bras, hein, qui a beaucoup moins de galbe que la version classique Bandai, qui encore une fois colle au manga. Je vais dire un mot tout de même des protège-mains. Donc ici, bien entendu, chez Bandai, encore une fois, on colle au manga, donc du coup on a décidé de faire une arabesque ici qui n'existe pas sur l'animé, et allez savoir pourquoi, Great Toys a décidé de recopier ici bêtement ce qu'a fait Bandai, donc ce qui veut dire que vous avez une arabesque, alors certes qui n'est pas mise en couleur comme pour Bandai, mais en tout cas qui est présente, alors que sur l'animé, eh bien elle n'existe pas. Sinon pour ce qui est du bras, donc au final rien à dire pour Great Toys, c'est plutôt fidèle au Setei. On arrive maintenant donc sur les polières, et bien comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de Bandai, eh bien c'est beaucoup trop long, hein, encore une fois parce qu'on suit le manga. Au niveau de Great Toys maintenant, est-ce que c'est bien proportionné? Eh bien je dirais que c'est encore un poil long quand même. Alors ça à mon avis c'est dû, vous voyez que ici, il y a une rupture entre le col et l'épaulière en elle-même. C'est-à-dire que si on avait la possibilité de rapprocher davantage l'épaulière du col, eh bien on arriverait quasiment à la bonne longueur pour ce qui concerne l'épaulière. Donc là c'est un défaut inhérent je pense à la conception de la figurine, donc ça fait partie des petits défauts que par exemple une future version Bandai pourrait essayer de corriger. Autre chose qu'une version Bandai pourrait essayer de corriger, eh bien c'est la forme du diadème. Vous voyez que de part et d'autre, eh bien c'est beaucoup trop long par rapport à ce qui est sur le Setei. Je pense que ici Great Toys a simplement voulu recopier la forme du casque de la version Bandai, qui était elle-même déjà disproportionnée. Donc là, c'est pas très bien vu de la part de Great Toys. En fait, le souci, c'est qu'ils n'ont pas voulu s'affranchir totalement de la version Bandai, et ça, c'est ce qu'on peut reprocher à Great Toys, c'est que certes, ils font des figurines originales, mais leur point de départ n'est pas toujours le design d'origine. Leur point de départ est souvent un mix entre le design d'origine et la version Bandai déjà existante. Et donc ici, eh bien, c'est particulièrement notable sur cette version du Phoenix V4 iX. Vous voyez que dans la partie point de départ de l'animé, eh bien, on a l'absence des arabesques, la volonté de suivre la forme de certaines pièces, et puis dans la partie point de départ, la version Bandai, eh bien, vous avez quand même des défauts, notamment la forme de ce casque qui suit Bandai, la forme, plutôt l'arabesque qui est présente sur les protège-mains qui suit Bandai. Donc ils ont du mal à s'affranchir totalement de ce qui a été fait par Bandai précédemment. De même au niveau des coloris, donc ça c'est quelque chose que j'avais souligné tout à l'heure, au lieu de s'affranchir totalement de ce qu'a fait Bandai, en faisant vraiment une figurine avec des coloris homogènes, donc qui suivraient les parties claires de l'armure, eh bien ils n'ont pas résisté au fait de reproduire les couleurs un peu originales qu'avait utilisé Bandai sur les parties plastiques. Donc ça c'est ce qui reste encore améliorable par la future figurine que nous sortira, j'imagine, Bandai à un moment. Enfin, dernière chose, on va parler donc des ailes, donc on va laisser de côté le fait que la couleur n'est pas exacte sur les deux figurines, et on va s'intéresser donc à la forme des ailes qui, là, eh bien, est raccord là aussi avec le design de l'animé chez Great Toys, et donc pas pour la version Bandai classique. Alors si je devais conclure sur cette figurine Great Toys,
En termes de points positifs, eh bien d'abord on peut souligner le fait que cette figurine est fidèle à l'animé. Alors certes c'est pas parfait, mais on peut dire clairement que Great Toys a nettement amélioré par rapport à la figurine Bandai d'origine. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, eh bien au-delà de la fidélité, on peut dire que cette figurine a plutôt un bon rendu, hein. C'est une figurine qui est agréable à regarder et qui en tout cas à mon avis surpasse la figurine Bandai d'origine. Troisième point positif, et pas des moindres, c'est le fait que cette figurine est largement plus mobile que la figurine Bandai de départ. Donc comme je l'ai souligné, hein, ces figurines-là, ces V4 classiques de chez Bandai, eh bien c'est la misère à poser, c'est la misère à monter. Je n'ai pas eu ces soucis-là avec cette version Great Toys. D'abord du fait que eh bien c'est une version IX, donc forcément vous avez beaucoup plus de mobilité, c'est notamment le cas ici au niveau du buste, mais aussi parce que, en termes de rigidité, eh bien, la figurine encaisse mieux le poids de l'armure en elle-même. Quatrième point positif, eh bien, c'est que ces queues de phénix eh bien, sont raisonnablement articulées, donc on peut quand même leur donner une forme, alors que ici au niveau de Bandai, eh bien, il y a zéro forme possible, hein, vous pouvez simplement les faire tomber de façon droite et rien de plus. Autre point positif, eh bien, on peut souligner aussi la variété des visages et des mains sur la version Great Toys, qui n'existe pas ou quasiment pas sur la version Bandai. Alors certes, on peut changer les mains, mais au niveau du visage, eh bien, vous devrez vous contenter de celui-ci. Enfin, dernier point positif qui doit être évoqué, eh bien, c'est le tarif, hein. Cette figurine Great Toys est trouvable donc pour une cinquantaine d'euros frais de port inclus, donc ce qui est quand même assez abordable hein, pour une figurine IX et qui en plus a un rendu qui est plutôt agréable. Donc un bon rapport qualité-prix globalement pour la figurine Great Toys. Maintenant, cette figurine n'est pas sans défaut, et le défaut principal, eh bien, c'est bien entendu les coloris donc des ailes et du corset et du casque, donc c'est-à-dire les parties plastiques, qui ont reproduit un peu bêtement les erreurs qu'avait commises Bandai sur ces points-là. Maintenant, on peut éventuellement envisager le fait que Great Toys à un moment sortira un correctif de cette figurine, comme il l'avait déjà fait sur par exemple le Sagittaire IX, qu'ils avaient sorti avec un coloris d'armure qui ne correspondait pas du tout à l'animé. Donc on peut imaginer que par la suite, eh bien, ils sortiront une figurine qui viendra corriger ces soucis-là. Ensuite, deuxième point négatif concerne eh bien, les détails de finition qui sont améliorables, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, la rupture qu'il y a entre l'épaulière et le col de l'armure, et aussi eh bien, ce casque qui est malheureusement disproportionné par rapport au design d'origine. Enfin, dernier point négatif, c'est peut-être d'ailleurs le principal. Quid de la continuation de cette gamme IX par Great Toys? Je veux dire, on a attendu cette figurine-là 2 ans. Il nous en reste encore 3 à sortir, donc là, si on compte 2 ans supplémentaires et puis ensuite 3 figurines, ça veut dire que cette gamme ne sera pas complétée avant 8 ans. C'est long, 8 ans, pour compléter un arc, hein. Donc à mon avis, ça risque d'user, là, si on continue à ce rythme évidemment, ça risque d'user la patience des collectionneurs, et ce qui risque d'arriver, c'est qu'au final, eh bien, les collectionneurs revendent cette figurine. Donc malheureusement, il y a des incertitudes. Incertitudes en plus sur le fait que Bandai nous a montré un proto d'un Pégase V4 au dernier salon Tamashii, ce qui veut dire que peut-être que vous allez acquérir cette figurine et vous n'allez même pas pouvoir compléter l'arc, que Bandai sera déjà en train de développer ses figurines sur le même arc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui planent sur cette gamme, donc à vous de juger si vous pouvez éventuellement vous passer de cette figurine le temps que Bandai nous montre un peu ce dont il est capable, et dans ce cas-là éventuellement économiser de l'argent sur le long terme, soit vous partez aussi du principe que Bandai de toute façon n'est pas prêt non plus de développer cette gamme, et dans ce cas-là eh bien vous préférez tenir que courir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette figurine Great Toys. Donc comme d'habitude, j'espère que cette review vous aura apporté les informations nécessaires quant à la décision d'achat. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à passer par la case commentaires et à laisser le petit pouce bleu qui va bien. Comme d'habitude, allez jeter un œil sur les reviews des camarades youtubeurs, et puis n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Nous concernant, eh bien, on va se retrouver prochainement pour une autre figurine. D'ici là, comme d'habitude, eh bien, faites vivre votre passion et prenez soin de vous. Ciao à tous!